j'avoue. On passe au Moti critique. C'est l'instant où on va vous parler de certaines œuvres. Alors, la première sera Seven Deadly Sins. Et c'est Thunder Geek qui va s'y coller. Ouais, c'est un gros morceau. Hein. On commence avec un gros morceau. Bah, on va aller vite parce qu'on n'a pas le temps. C'est très bien. C'était très bien. C'est terminé. Achetez les 41 volumes. Allez, salut. Ah bah attends, j'ai justement... avec moi, j'ai l'édition collector du 41e tome. Alors ça, c'est le supplément. En fait, il y a le manga qui est ici. Attendez, j'ai cogné mon micro. Vous avez le 41e tome. Ça, c'est l'édition en plus collector, hein, puisque la cover de l'édition normale est différente. Et vous avez le petit bonus supplémentaire ici, fourni par Pika, qui est trop bien parce que du coup, en fait, à l'intérieur, vous avez alors déjà une carte. Voilà, qui est très sympa, qui reprend justement la couverture normale du 41e tome. Ensuite, vous avez des petits patchs. Il y a des petits patchs dedans. Je trouve ça hyper cool. Et vous avez ensuite, du coup, un petit artbook qu'on va éviter de trop regarder d'ailleurs, parce qu'en fait, ça spoil de ouf. Je l'ai regardé, j'ai fait Ah oui, non, ouais. En fait, j'essaie de voir est-ce qu'il y a un truc qu'on peut... Ah, ça, on peut montrer. C'est joli. Voilà, ça, c'est joli, ça spoil rien. Ah ouais, c'est trop beau. Du coup, est-ce qu'il y aurait vraiment besoin en soi de résumer Seven Deadly Sins? Parce que c'est quand même un gros shonen qui est très apprécié des gens. La base. Oui, je vais le faire quand même. C'était une question rhétorique, bien sûr, que je vais résumer quand même. Allez, on s'en fout, pas de résumé. Donc, Meliodas. Non, on est dans le royaume de Britannia, on est dans un monde qui est très inspiré des légendes arthuriennes, entre autres, en tout cas au tout début, même si on s'en éloigne pour en revenir petit à petit. Et on suit une princesse qui s'appelle Elizabeth, qui est en fait à la recherche de bandits, les Seven Deadly Sins, donc les 7 péchés capitaux, pour ceux qui ne parleraient pas en anglais dans le chat, qui sont une troupe de malandrins qui ont causé beaucoup de dégâts dans le passé. Seulement, le royaume est en danger, quelque chose... emprisonne l'esprit du roi, on va dire. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans le royaume de Britannia. Elisabeth, la plus jeune des princesses, décide de partir retrouver ces héros de légende dont les avis de recherche mettent encore partout dans les auberges et autres villages. Et elle va tomber sur un jeune garçon du nom de Meliodas qui s'avère être le l'ancien chef des Seven Deadly Sins, qui n'a pas du tout l'apparence de son avis de recherche parce qu'il ressemble vraiment à un garçon. Bah, c'est ce personnage-là. Hein. C'est lui. Et il se trouve que donc il se rencontre par un heureux hasard Meliodas qui du coup lui est très content de rencontrer Elisabeth parce que c'est un gros pervers et que ah là là elle a des seins, c'est une fille, il peut la tripoter. Ouais, c'est un peu plus compliqué que ça, mais ok. Alors ça veut, non, bien sûr je fais vraiment la base du truc, mais bien sûr je vais y venir. Mais tout le monde parle de la main baladeuse évidemment. C'est la première impression. Hein. Oui. C'est la deuxième, c'est la première, la troisième. Ça suffit. C'est que vers la 46e qu'on commence à se dire qu'il y a après c'est un shonen manga qui met un peu de fanservice comme il y en a dans plein d'autres. Ça me choque pas plus que Aposai qui volait les culottes, on va dire. Mais bon, dans Seven Deadly Sins, il y a quand même des raisons et des justifications qui arriveront plus tard dans le récit, peut-être à son attitude, comme Ryo Saeba d'ailleurs, voilà. Mais ça n'a rien à voir avec City Hunter. Hein. Et donc en gros, on va suivre le parcours de Elisabeth, de Meliodas et de Hawk, un cochon qui parle, qui vont donc devoir sauver le royaume de Britannia. Et pour ça, la première mission, ça va être retrouver les 6 autres membres des Seven Deadly Sins qui sont éparpillés à travers le royaume. C'est bien, t'as fait tes maths. T'as vu ça? 1 plus 6 égale 7. Seven Deadly Sins, c'est un shonen qui est assez intéressant à mes yeux, dans le sens que je ne l'ai pas commencé tout de suite. C'est un shonen, quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, ok, un shonen whatever. J'ai vu la hype monter, mais je m'y intéressais pas trop. Et les dessins me ramenaient souvent. Je trouvais que le chara-design était vraiment intéressant, plutôt joli, très expressif. Et je m'y suis engouffré. Et c'est rigolo parce que c'est un shonen. Chaque fois que je lis le volume, à chaque fois, je me rappelais plus de ce que j'avais lu avant. Je me disais, ah oui, c'est vrai, on en était là. Il y avait ce côté un peu serial, comme les soap opéras, mais dans le sens pas péjoratif, vraiment dans le sens c'est une longue quête suivie. Et du coup, il y a tellement de persos, tellement d'intrigues, tellement de retournements que des fois on oublie parce que Nakaba Suzuki, le mangaka, il fait apparaître des personnages des fois pendant une demi-page et tu les reverras 20 volumes plus tard et tu te fais ah oui c'est vrai, lui c'était la demi-sœur du demi-frère du roi et donc alors lui il a été maudit mais il est plus maudit maintenant, ok d'accord j'y suis. Et en vrai il y a un vrai attachement qui se donne pour ces personnages secondaires et tertiaires, mais l'intérêt premier c'est les Seven Deadly Sins, ces personnages qui sont extrêmement bien écrits, je trouve, qui sont loin d'être des clichés, même si la première apparence pourrait à chaque fois donner ça.
C'est des personnages qui ont vraiment beaucoup de pathos et de construction narrative et mythologique qui sont amenés dans ces personnages. Et plus on avance dans le récit, plus on va découvrir le passé de ces personnages. Donc des fois, il y a des personnages qui ont plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années, qui ont vécu beaucoup de choses dans leur vie. Et moi, je pense à un des personnages qui n'est pas forcément mon préféré, mais qui, je trouve, est le plus marquant des Seven, c'est Escanor, qui est un personnage de Gringalet, qui est tout gentil, tout chétif, tout mignon. Et en fait, lui, il a une particularité, c'est que son rythme de vie est lié au soleil. Et donc, plus le soleil se lève, plus il devient fort, costaud, baraqué et orgueilleux et prétentieux, parce qu'il est l'homme le plus fort du monde. Et dès que midi arrive, il est au zénith de sa force et de son orgueil. Et dès que midi passe, il recommence à rebaisser. Et la nuit, il est tout gentil. Et c'est un personnage de poète, c'est un personnage d'artiste dans l'âme, qui doit se confronter, un peu comme le personnage de Dr. Jekyll et Mr. Hyde ou de Hulk, à une part sombre qui refute un peu. Et à un amour impossible en plus. Donc je tairai le nom du personnage. Et c'est un personnage qui a un très beau parcours jusqu'à la toute fin, qui est juste magnifique. Et donc voilà, et c'est ça Seven Deadly Sins, c'est que il y a la sincérité d'un Hiro Mashima dans le récit qu'il raconte. Il essaie pas de piéger le lecteur, il va à fond dans son histoire, il ne trompe jamais, je trouve, le lecteur dans ses intentions. Et il y a une certaine profondeur dans le trait. Il faut savoir, ça a été révélé pour le grand public l'année dernière lors d'une interview de Valentin Paco, mais que Nabaka Suzuki il dessine sans assistant. Il a une technique de dessin qui fait qu'il a jamais eu besoin d'assistant. Et du coup, ça donne que je m'étais toujours dit, c'est bizarre, il y a un truc dans les décors qui sont un peu grattés, brouillons, mais il y a une forme d'unité du récit. Le dessin est unifié, en fait, vraiment. On n'a pas l'impression que les gars sont allés... Enfin, qu'il y a des assistants ont dessiné quelque chose, on a l'impression qu'ils sont tous unis. Et donc, oui, puisque c'est lui qui dessine et tout. Donc, que vous dire, à part que Seven Deadly Sins, il y a des petits points faibles des fois dans la narration, il y a des moments un peu de calme, un peu de plat, mais les combats sont excellents. Les personnages principaux sont tous incroyables. Hawk est à mourir de rire. Et c'est pas parce que t'es là, Fédois, mais je te dis bravo pour l'adaptation, parce que je trouve que on ressent le plaisir que tu as eu à donner des expressions et des parlers à chacun des héros. Et on voit que Gozer, qui est quelqu'un de très maniéré, de très féminin par exemple, il a vraiment une diction proche justement d'une poupée de porcelaine, d'un truc un peu Pousselina, alors que par exemple Meliodas, il y a ce côté un peu roublard, un peu taquin, très gentil et pourtant très sérieux, qui mâche pas ses mots. Enfin voilà, on voit vraiment cette alchimie des personnages se ressent aussi bien dans les dessins que dans les dialogues. Et donc bravo à toi pour ça, parce que je pense que ça a dû être pas facile à faire. Bah, merci beaucoup, mais comme je disais tout à l'heure, quand le texte est bien écrit de base, c'est un plaisir à traduire. Et là, les personnages de Seven Deadly Sins sont tellement bien caractérisés que c'est vraiment pas difficile de faire ressortir leur personnalité, parce que voilà, le texte est bon. Il n'y a aucun problème. Et toi, Fumble, tu avais tout lu aussi, je crois? J'ai pas encore fini. Le problème que tu disais tout à l'heure, c'est que parfois, il y a des baisses de trucs où alors on se souvient plus très bien de ce qui a été dit. Donc, ça m'est arrivé vers le tome au début de la trentaine, où j'ai un peu laissé tomber parce que je me souvenais plus de ce qui se passait. Donc, je suis obligé de revenir un peu en quelques tomes avant, de reprendre et de finir d'une traite pour y arriver. Mais sinon, vraiment, ce que je voulais rajouter par rapport à ce que tu as dit, c'est aussi toute la mythologie et le folklore, celle qui est extrêmement bien utilisée à travers toute la narration, où tu apprends beaucoup de choses qui sont très bien utilisées pour chaque personnage, pour les situations. Tu as vraiment la sensation d'un univers qui est celui de Britannia, parce qu'ils sont surpuissants, mais c'est pas Goku qui va détruire une planète. Eux, ils vont juste couper une montagne, mais t'as vraiment le sentiment de présence, puis de puissance, et dans un grand territoire où il se passe vraiment beaucoup de choses, qui est très riche en histoire aussi. Et c'est vraiment intéressant de découvrir tout ça au fur et à mesure. Tu vas vraiment très loin dans certaines mythologies, dans certains concepts, parce qu'il est obligé d'approfondir, puisque son histoire est très profonde, donc il est obligé de trouver plein d'éléments. Et d'ailleurs, je suppose que tu as dû pas mal bosser là-dessus. Elle a une anecdote, raconte-nous. J'ai dû faire
plein de recherches tout autour du mythe arthurien, de la mythologie celte et tout ça. Et jusqu'à très longtemps, je ne comprenais pas pourquoi le vrai nom du personnage de King, c'était Harlequin. C'est le roi des fées. Et alors qu'on se serait attendu à ce qu'il s'appelle Oberon ou quelque chose comme ça, plus classiquement, là, il l'a appelé Harlequin, Harlequin. Et je voulais vraiment savoir pourquoi. Est-ce qu'il y avait une volonté derrière ça? Et j'ai vraiment cherché longtemps, jusqu'à trouver que le personnage de la Commedia dell'arte, en fait, qui s'appelle Harlequin, son nom était inspiré du terme, ça va être en allemand, on va dire Erlkönig, et en anglais Erlking, qui veut dire le roi des aulnes, et en gros le roi des fées. Donc en gros, son nom Harlequin, ça veut dire le roi des fées, et son surnom King, bah, c'est juste une partie de son vrai nom. C'est génial. C'est génial. C'est trop bien, putain, quand tu fais des découvertes comme ça et que tu dis je veux le partager avec la Terre entière. Il a tellement pensé à tout, c'est voilà. Non, c'est ça. Faire des notes de trad à toutes les pages, j'en ferai. C'est vraiment super. Et en plus de ça, ce qui est vraiment super intéressant, c'est que on pourrait se dire, je le cite avec Mashima, dans le sens que ce sont des mangaka qui sont... Il y a un flow, c'est quelque chose de naturel, et on pourrait se dire c'est très simple. Et je le dis par moments, vous voyez, c'est un peu dur de raccrocher les wagons et tout ça. Pourtant, on voit une vraie réflexion sur la mythologie de son œuvre, comme le disait Fédois, mais par exemple, je pense à la source de vie. À un moment, il y a un concept sur une source qui donne l'immortalité. Et c'est la fontaine de Jouvence, c'est l'Yggdrasil, donc la source se trouve dans un arbre, c'est le Graal, et en fait, tout ça sont liés à... Il faut savoir, en fait, je vais pas rentrer dans un truc, parce que je suis pas très doué dans ça, mais en termes de symbolique, le Graal, la symbolique du Graal, si on regarde, en fait, la coupe, ça représente, en fait, un des symboles les plus primitifs du féminin. Et dans la quête du Graal, il y avait une quête du féminin, en fait. Et qui garde la source, c'est une jeune fille. Voilà. Donc, vraiment, il y a des choses comme ça. On pourrait se dire, c'est juste pour histoire de faire du fanservice, c'est juste pour machin. C'est plus intéressant et plus profond et plus intelligent qu'il n'y paraît. Et je sais que des gens ont été des fois un peu rebutés, parce qu'on est dans une époque où on est rebuté très vite d'actes qui peuvent nous déplaire, du comportement de Meliodas. Mais en vrai, Meliodas, dès qu'on découvre vraiment ce qu'il est, et je pense que Suzuki avait construit le personnage dès le début, quand vous relisez le manga au début, ça se sent qu'il y a déjà des petits trigger warnings sur les révélations de ce personnage. Dès le tome 1 ou dès le tome 2, il y a une réflexion en mode ah mais en fait c'est bizarre, il fait pas ça aux autres femmes. Pourquoi il fait ça? Exactement. Mais les gens ne l'ont pas détecté, ce détail, hein. C'est fou. Si, mais beaucoup de gens disaient que c'est pas grave, c'est pas grave, parce que non, mais plein de gens disaient ok, il s'en prend qu'à elle, mais il s'en prend quand même à une nana, c'est pas bien. Et en fait, ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça, et c'est pas juste une espèce d'acte de morbide ou histoire d'être un pervers ou d'être un méchant. Il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre, et quelque chose qui est vraiment plus intéressant. Moi, je vais pas spoiler le truc, mais moi je l'ai plus vu dans l'acte de se faire détester, justement, pour essayer de ne pas souffrir. Et vraiment, c'est un manga qui est plus profond qu'il n'y paraît. Et si vous en avez rien à foutre du fait que ce soit profond, c'est un très bon manga d'action qui se lit très vite. En vrai, c'est une autre des qualités, c'est que... Il y a plusieurs couches de lecture. Mais en fait, l'autre vrai truc, c'est que les gens qui me connaissent un peu via Mangacast ou quoi savent que j'ai jamais le temps de lire vraiment. Enfin, j'ai beaucoup de séries en retard, je dois avoir au moins 200 mangas à lire. Seven Deadly Sins, c'est une des rares séries que j'ai réussi à tenir, parce qu'un tome se lit des fois en 30 minutes. C'est mon record à moi personnellement. Ah ok, bon bah alors je vais m'y mettre demain alors. parce qu'il y a un vrai flow. Même quand il y a beaucoup de textes, ça va très vite à lire, ça va très vite à comprendre. Les enjeux se posent très vite. Et donc bah, des fois, je me disais, il y a un côté soap, je me rappelle pas ce que j'ai lu dans le tome d'avant. Mais en même temps, ça se lit vite, c'est toujours plaisant, c'est toujours agréable. Et j'ai toujours été surpris jusqu'à la fin et au dernier retournement. Donc voilà, moi c'est vraiment un très bon shonen, un de mes shonen coup de cœur, et j'ai hâte que la suite arrive. J'ai une petite question, t'as pas du tout été sollicité pour l'adaptation animée, vu que c'est Netflix? Malheureusement non, j'aurais bien aimé franchement. Bah du coup je suis obligée de lire le manga, puisque ne connaissant que l'animé, je n'ai donc pas pu goûter au plaisir de ton adaptation et de ta traduction. Donc, mais en fait c'est trop bizarre, j'ai les premiers tomes et j'ai les derniers.
J'ai un trou au milieu. Ah, c'est dommage. Je te les prêterai. T'inquiète, il y a Merci pour mes quasiment rien économies. qui s'est passé entre-temps. Ils ont juste fait une grosse partie de shogi et ça a duré 35 volumes. Parfait. Non, mais après, je suivais l'animé jusqu'à la 3e saison. Et après, j'ai pas eu le courage, mais de toute façon, l'histoire, elle est clairement incroyable. Je me rappelle de mes sensations à la découverte de la saison 1. J'en revenais pas de me dire putain, mais c'est juste ultra kiffant. Je savais pas que je pouvais autant kiffer une série comme ça. Il y avait vraiment quelque chose. Du coup, on va passer à un autre shonen. Parce que du coup, je pense qu'on a tout dit. Hein. Globalement, on est à fond sur Seven Deadly Sins. C'est pas ici qu'on en dira du mal. Au contraire, on l'a vraiment beaucoup apprécié. Tous, globalement. Et on va passer à Jujutsu Kaisen. Alors, Jujutsu Kaisen, on a bien compris que du coup, ça devenait difficile parce que c'est compliqué là en ce moment.